Vous écoutez France Culture. Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Anne Dufour-Montel, qui publie Intelligence du rêve. Fantasme, apparition, inspiration, aux éditions Payot. Le rêve est un événement. Il a lieu, mais hors d'atteinte. Il parle de nous, mais ne s'autorise pas de notre conscience, ni de notre attention, pas même de notre pensée. Le rêve survient et s'efface. Il nous distrait de la vie éveillée, mais aussi du sommeil, de sa vivante profondeur. Il est cet échappé le temps d'une nuit qu'aucune puissance au monde ne peut empêcher. Vous êtes philosophe et psychanalyste, Anne Dufour-Montel. Vous écrivez des livres aussi. Pas encore tout à fait une dizaine de livres publiés, mais c'est normal puisque vous ne publiez de livres que depuis une douzaine d'années à peu près. Enfin, depuis 1998 en fait. Quelques titres que je vais rappeler. La vocation prophétique de la philosophie. Justement, c'est le premier, je crois bien. Qui a reçu le prix de la philosophie de l'Académie française, c'est bien. La sauvagerie maternelle, un peu plus tard, chez Calman-Levy. La femme et le sacrifice, chez De Noël. Éloge du risque, chez Payot, en 2011, l'an dernier. Et puis alors, un que je n'ai pas cité, mais que nos auditeurs connaissent parce que vous êtes venus en parler à ce micro, un très beau livre intitulé « En cas d'amour ». Et si j'en reparle ce soir, c'est pas seulement pour le plaisir d'en citer le titre, mais parce que le livre est réédité en poche chez Rivage, dans la collection Rivage Poche. Il avait un sous-titre, ce livre, « Psychopathologie de la vie amoureuse ». Et comme pour le rêve, comme on a pu le voir dans la petite phrase que j'ai lue pour ouvrir l'émission, l'amour, c'est un événement. Vous parliez de l'événement. Oui, je pense que c'est d'ailleurs l'événement de notre vie, avec un grand E, dans la mesure où ça préside à notre naissance, et je pense que c'est ce qui nous
garde et qui nous tient en vie dès le commencement, c'est-à-dire d'être dans des liens qui nous convoquent, qui nous élèvent et qui nous poussent à non seulement à parler, mais à accueillir le langage en nous, puisque finalement, un peu comme pour le rêve, dont on peut dire qu'on accueille sa puissance rêvante en nous, le langage et l'amour ont des affinités très très originaires. Le rêve et l'amour arrivent à notre insu. Absolument, absolument. Ils arrivent à notre insu et sur les deux, on a que peu de prise, ou si ce n'est après coup, avec les détours de la raison, de la volonté. On les arraisonne tous les deux, comme on peut. Et il y a peut-être une puissance encore plus subversive dans le rêve, puisque, à part dans certaines civilisations qui ont poussé très loin, on pourrait dire la science du rêve, jusqu'à explorer la manière dont on pourrait agir sur le rêve. Mais en tout cas, de notre côté, dans notre civilisation, oui, ça survient presque de manière chamanique comme ça s'impose à nous. C'est pas un événement comme un autre. Non, ça nous bouleverse. Et je crois aussi que il y a, pour continuer cette ce double lien qu'ils ont, ils ont aussi un effet finalement d'irréversible. Il n'y a pas tant d'événements que cela, la naissance, notre propre naissance, la naissance d'un enfant, et la survenue de l'amour, même si après on décrète qu'on n'a pas aimé cette personne, ou que rien n'est arrivé, de fait, cet irréversible-là colore l'existence et ne cesse d'avoir un retentissement sur nos actes et nos pensées futures. Et le rêve, en dépit ou avec ou malgré son effacement, a cette force de convocation comme ça. Il ne peut pas ne pas avoir eu lieu. Alors je le disais, En cas d'amour a un sous-titre, Psychopathologie de la vie amoureuse, un sous-titre qui évidemment est un clin d'œil. Oui, un clin d'œil à Freud. Et quelqu'un m'a fait remarquer à propos du livre sur les rêves, mais aussi sur le risque, j'étais finalement beaucoup plus polémique qu'il n'y paraissait, mais que je m'avançais toujours de manière assez douce. Et sans doute, c'est vrai, le combat ne m'intéresse pas en tant que tel pour le combat, mais j'avoue que, par exemple, dans l'approche du rêve, si j'ai employé que 2 ou 3 fois dans tout le livre le mot inconscient, c'est pour essayer de faire, de mettre à jour, de questionner d'autres dimensions que celles explicitées génialement, certes, par Freud, mais qui me semblent être parfois, à réinterroger aujourd'hui. Que pourrait le psychanalyste ou la psychanalyste sans amour et sans rêve? Elle ne pourrait rien du tout. Elle s'arrêterait là. Presque tous nos mots MAUX sont des mots, mots dans les deux sens du terme, sont des mots d'amour qu'accompagnent, que président, qui déclenche les rêves. Alors, l'origine que donne Freud du rêve comme l'effet de censure et de refoulement d'un désir en très grande partie, voire uniquement pulsionnel, libidinal, érotique, me semble être à nuancer de beaucoup de points de vue, mais il reste que ça à voir avec l'amour essentiellement. Dès les premières pages du livre sur le rêve, vous dites, Anne Dufourmontel, que le rêve est pure intelligence, ce qui, ça aussi, n'est pas évident à entendre. Non, d'autant que je l'emploie dans un sens quasi platonicien revendiqué, c'est-à-dire que il y aurait une sorte d'intelligence du monde par laquelle nous communiquons dans l'état rêvant, disons. Alors évidemment, c'est une assertion qui peut être réfutée et qui est particulière, mais en tout cas, ce vers quoi elle fait signe, c'est vers, du moins là-dessus on peut s'accorder, qui est que l'état perceptif de la conscience est bien plus vaste
que la fenêtre du moi, que ce qu'on a engrammé en nous à travers le langage de récits, d'histoires, de symboles qui sont déposés en nous d'une certaine manière depuis 2000 ans, de cette mémoire-là, le rêve en use. Et donc, de par ce seul fait, il est une intelligence du monde, oui, à laquelle on a très partiellement accès ensuite. En fait, c'est un mode de présence à sa façon. Oui. C'est un rapport de présence à soi-même et au monde, et qui passe par la mémoire, le récit, parce qu'il n'y a pas de rêve sans récit de rêve, hein, et ça tisse notre être au monde de manière indissoluble. D'ailleurs, on sait que tous les animaux rêvent, même le crocodile. Je parle sous autorité scientifique cette fois, et que la moitié de notre existence étant dédiée, ou à peu près un tiers, au sommeil, aucune civilisation que l'on connaisse n'ont échappé à interroger le rêve et à avoir une science des rêves, en fait. Le rêve fermerait, d'après vous, la boucle d'un certain temps de notre vie pour en ouvrir un autre. Et en lisant ça, j'ai pensé à une sorte de spirale. Et pensant à la spirale, j'ai pensé à quelque chose comme un escalier qui déboucherait sur quelque chose, parce qu'il est précisément le signe que quelque chose arrive. Oui, ça je crois que... Alors je pourrais dire que c'est aussi mes patients qui m'ont enseigné cela, ou qui en tout cas m'ont conforté vraiment dans cette hypothèse, que l'inconscient, alors ce serait presque comme les deux spirales de l'ADN, avait pour une part trait au passé et plus encore au trauma, c'est-à-dire un passé qui ne passe pas et qui ne cesse de se représenter à nous sous diverses formes, mais aussi qu'il fait état de quelque chose qu'on appréhende comme venant de surgir ou pouvant surgir. Et par exemple, je rejoins tout à fait Toby Nathan quand il dit qu'on ne prête pas assez attention au fait que même un rêve de trauma porte sa propre résolution, ou en tout cas une indication de résolution possible à l'intérieur même du rêve. Voilà, et je pense qu'effectivement, quand vous rêvez, d'une certaine manière, c'est une sorte d'antichambre à ce que vous pouvez déjà vous représenter comme venant de surgir à vous comme option nouvelle sur le réel. Alors après, vous pouvez en faire quelque chose ou rien. Mais... Dans tous les cas, c'est un moteur de déplacement. Oui. Et d'ailleurs, ce rêve m'a conduit à réinterroger. Je ne pouvais pas prendre toute l'histoire, et surtout pas dans toutes les civilisations du rêve. Ça aurait fait un livre de 1000 pages. Mais je me suis donc plutôt attardée à une période qu'on connaît moins, qui est le Moyen-Âge. Et là encore, je n'ai fait que l'effleurer, mais m'ont fasciné toute cette reprise des textes, d'ailleurs grecs et platoniciens, par les hommes de la Renaissance qui écrivaient autour du rêve, et aussi dans les grands récits, les épopées, les mythes, où le rêve introduit l'action. Le rêve préside à chaque action des héros, il l'autorise, il la rend possible. Et on voit que là, il y a une sorte dans la littérature et dans la pensée, une familiarité avec le rêve qu'on a peut-être perdue. C'est-à-dire qu'on a tendance à chercher à l'extraire, le rêve. Oui, à en faire finalement une sorte d'objet très vite déchu, une sorte d'objet poubelle dont il faudrait ou se réjouir ou s'effrayer, et surtout à oublier très rapidement. On n'a pas tellement aujourd'hui de culture onirique, et il me semble, alors j'ai fait une enquête évidemment partielle, mais qui allait toujours dans le même sens, c'est-à-dire que on s'intéresse plutôt de moins en moins au rêve dans la psychanalyse dite classique, comme s'il était un peu un empêcheur de tourner en rond, que la personne allait trop se raconter comme ça, fantasmatiquement, et qu'on n'arrivait pas au cœur, au nouage du réel par ce biais.
Un très cher ami, Nestor Bronstein, me disait qui est assez âgé, un grand psychanalyste mexicain, me disait que de l'époque de Lacan, il y avait déjà ce mot d'ordre de ne pas trop s'intéresser aux rêves, pas aller trop dans cette voie-là. Donc, les explorateurs du rêve sont relativement, sont pas si nombreux ou peut-être le sont-ils, mais n'en parlent-ils pas toujours. Et pourtant, leur interprétation a fait couler beaucoup d'encre. Ah oui. Je disais que c'était un moteur de déplacement, mais c'est aussi un moteur d'interprétation. Bien sûr. Et alors, si on reprend toute l'histoire, les écrits donc sur les interprétations des rêves, là, sont très très nombreux. Freud a lui-même repris d'une littérature même antique, qu'il ne cite pas toujours, mais en tout cas qui est là. Et alors, ce qui me paraît... on ne peut pas faire de grille interprétative, je crois, des rêves. Freud lui-même se l'est interdit. Il le reprochait un peu à Jung, d'ailleurs, et j'ai voulu remettre un peu dans le livre ce débat qui les a opposés, notamment autour du rêve. Mais il me semble qu'on ne peut pas non plus s'interdire de penser à la permanence de certains symboles, tout simplement parce qu'ils habitent l'humanité depuis des millénaires et que on peut faire les mêmes rêves. On est dans une participation sociale, collective, qui fait que, bien sûr, que nos symboles se partagent. Alors, est-ce qu'on peut, comme on vient de le faire, parler du rêve? Est-ce que le pluriel n'est pas de rigueur? Il y a rêve et rêve. Il y a des rêves que vous appelez les grands rêves, par exemple. Les grands rêves me questionnent d'autant plus que là, ils côtoient la limite avec ce qu'on pourrait appeler la prophétie, par exemple, avec aussi sans doute ce qui se passe quand un individu recueille quelque chose de son époque. Et de même qu'il y a une mémoire, un souvenir ou des écrits qui traduisent quelque chose de la grande histoire dans une histoire subjective, je pense qu'il y a des rêves qui non seulement sont encore une fois plus vastes que le moi, mais touchent à la problématique d'une époque, voire l'anticipe, ou en tout cas peut lire dans le présent les germes de ce qui va se présenter, comme ça a été dans les rêves qui ont été recueillis par exemple avant la deuxième guerre mondiale, pardon. Mais ils ont des signatures un peu semblables. Il y a presque un parcours initiatique dans ces rêves dont on peut retrouver des étapes. Les rêvants, si j'ose dire, ont très clairement l'impression d'avoir fait un grand rêve. En général, ils ne se trompent pas. Et ce sont des rêves qui sont absolument ineffaçables, qui vous hantent, ou vous habitent, ça dépend quelle tonalité ils ont, pendant 10, 20 ans, sans s'effacer, jamais. Quand on est, comme vous, philosophe et psychanalyste, Anne Dufour-Montel, est-ce qu'on peut sérieusement entreprendre un livre sur l'intelligence du rêve sans réveiller Descartes? Descartes est un ami philosophique à beaucoup de titres, mais en particulier parce qu'il a noté ces 3 fameux rêves que certains connaissent et qu'il dit lui-même être assez cruciaux dans l'étape de l'écriture de ses écrits philosophiques, et notamment des méditations. Et je pense que cet homme qu'on présente comme évidemment le chantre de la raison et qui l'est, a été un des plus proches auprès du rêve et auprès finalement de l'irrationnel, enfin ce qu'on appelle l'irrationnel, de l'inconscient, avec un courage, peut-être c'était son côté bretteur, mais enfin en tout cas un très grand courage pour aborder cette part nocturne, je dirais aussi bien d'ailleurs de la question de la folie. Et de toute façon, à le lire, Descartes, on se rend compte à quel point il échappe à toutes les caricatures, comme sans doute tous les pionniers, qui ouvrent un champ, et il est particulièrement saisissant à ce titre. Alors bien sûr, si vous réveillez Descartes,
Vous êtes obligé d'en faire autant avec Freud et Jung, sinon il y aurait des jaloux. Oui, bien sûr. Et alors, Jung est peut-être plus caricaturé, moins connu en France que Freud, parce que bon, Freud a ouvert, s'est fait connaître avec la trame de Tung, qui est un livre tellement remarquable parce que on voit son tempérament de chercheur, l'écrivain aussi, la manière dont il rend compte de ses trouvailles comme un créateur et comme un découvreur. C'est absolument fascinant le vertige qui vous prend quand vous lisez ce livre de ce pionnier, la manière dont il défriche le champ. Même, et d'ailleurs tout de suite il ouvre à la contestation, à la problématique, il ne se pose jamais comme définitivement sachant. Alors Jung a eu une autre approche, d'une certaine manière peut-être plus dogmatique, mais qui me semble quand même dans sa théorie très fructueuse quant à l'analyse des rêves aussi, sans doute moins portée sur le langage, sur l'interprétation, sur la manière dont le rêveur découvre sa propre érotisation de lui-même et du monde, point sur lequel Freud ne lâchait rien, et il avait bien raison. Mais Jung, je pense, qui n'était pas dualiste comme Freud, mais moniste, s'attachait à lire dans les rêves, j'allais dire dans un côté spinoziste, l'effort de persévérer dans son être et de se faire naître soi-même. Et je crois qu'effectivement, quand ça fait presque 20 ans que j'écoute des rêves, et on peut parfois retrouver vraiment ce mouvement dans les récits de rêves, à savoir comment se mettre soi-même au monde psychiquement. Le sous-titre du livre, je le disais tout à l'heure, c'est fantasme, apparition, inspiration. 3 mots qui laissent craindre l'arrivée des fantômes. Oui, les fantômes, je les appelle effectivement. Je pense que on est tous des maisons hantées et que l'analyste parfois est lui-même un réceptacle, un récipient pendant un temps de ces fantômes qu'il peut partager avec celui qui en est obsédé, cabossé, hanté. Je disais que le traumatisme, c'est un temps qui ne passe pas, un temps gelé, mais qui est néanmoins habité d'images terrifiantes et de revenants. Et voilà, l'analyse est un lieu où on peut faire dialoguer ces revenants sans avoir craindre d'y passer, quoi. Alors, ce qui m'a intéressé dans le rapport entre le rêve et le fantasme, c'est que on prête souvent une liberté débridée au fantasme et une sorte de pauvreté du rêve, de refoulement, disons, d'instance du refoulement, d'un désir qu'on ne veut pas s'avouer. Or, je pense, moi, que le fantasme est beaucoup plus lié que le rêve a à sa disposition, non pas qu'il le traduise, mais une liberté extraordinaire, et que le fantasme, à l'inverse, et c'est tout aussi intéressant de travailler les fantasmes, évidemment, quand on peut arriver dans une cure jusque-là, ce qui n'est pas toujours le cas, à savoir la manière dont le fantasme est lié très primitivement dans la vie d'un individu, que le chiffre de son désir se dit autour de 2 ou 3 images, autour d'un scénario particulier qui se répète, et que quand on va à la recherche des fils de ce scénario, quand on le fait émerger, on s'aperçoit qu'il est relativement fixe et assez imposé, disons que c'est une figure imposée. Voilà. Le problème aujourd'hui, et vous le soulignez, c'est que on fantasme à notre place. Oui, alors je suis frappée de ce que l'époque s'est beaucoup saisie de cette réserve fantasmatique, et pourquoi pas d'ailleurs des individus, mais de telle sorte qu'il me semble parfois que cette part qui donc déjà est relativement liée chez nous est assez facilement utilisable, substituable. Alors évidemment on pense à la publicité, mais je pense que ça a des ramifications bien plus loin, et qu'au fond on peut fantasmer à votre place, beaucoup plus que rêver, parce que je pense que ça, rêver, on n'y arrive pas encore, mais finalement créer des fantasmes assez stéréotypés, qui se répètent, et qui peuvent, à votre insu, conduire votre désir bien plus que vous n'imaginez. C'est-à-dire qu'on crée nos désirs avec des fantasmes préfabriqués.
Un peu. Je crois que la pauvreté de l'imaginaire fantasmatique dit beaucoup d'un individu, mais aussi d'une époque, après tout, et que moi je dirais qu'en dépit de la prolifération des images, la réserve fantasmatique qu'on nous propose, elle est assez pauvre. Bon, alors, c'est pas vrai de beaucoup de domaines, fort heureusement. Enfin, quand il suffit quand on va au théâtre, quand bon, il y a de la création en jeu tout le temps, mais quand même, dans ce qui est véhiculé publiquement, par rapport aux moyens de la technique qui se sont extraordinairement multipliés, qui font preuve quand même d'une inventivité redoutable, je trouve que l'imaginaire, lui, aurait tendance un peu à s'appauvrir et surtout à se stéréotyper, à s'uniformiser, au fond. Mmh. C'est bien qu'aujourd'hui, on croise une obscénité de rigueur en même temps qu'un puritanisme tout aussi contraignant. Ben oui, je trouve que maintenant, les individus que j'écoute sont parfois pris entre une sorte de raideur de l'idéal, bon, mais qui a pour vocation à être relativement raide de toute façon, c'est-à-dire un idéal qui n'a pas tellement bougé dans les rapports humains, le prince charmant, enfin toutes ces images, la princesse, et puis les autres figures qu'on peut avoir, même dans le monde du travail, etc. Et coexistent à côté toute une sorte d'instance érotico-pornographique, mais qui devient aussi une figure imposée aux adolescents, par exemple, comme s'ils avaient dû la parcourir déjà entièrement, la connaître, et qui, moi, je veux dire, je trouve ça très intéressant en tant que tel quand on l'éprouve, mais quand elle est imposée comme un nouveau surmoi, ça fait des effets assez redoutables de pauvreté des rapports au fond. Seulement attention, les fantasmes, c'est notre ligne de fuite perpétuelle. Oui, et à ce titre, ils sont aussi fondamentaux parce qu'ils sont l'interaction de notre rapport au monde. Hein. On peut pas avoir rapport au monde sans rêver, mais pas non plus sans fantasmer. Et donc, il y aurait peut-être une rééducation de la sensibilité que chacun peut faire finalement pour affiner, pour aller à la découverte de sa propre fantasmatique comme un peintre explorerait la qualité d'un dessin, par exemple. Justement, le troisième mot du sous-titre, c'est le mot inspiration, qui connaît, il faut bien le dire, des hauts et des bas. Oui, en fait, bon, la question de la création qui évidemment m'obsède toujours en tant que, psychanalyste, dans l'écriture aussi, revient un peu comme ça, insiste à chacun de mes textes, même quand je ne l'y invite pas, ce qui était le cas là. Mais aussi parce que j'ai voulu, je me suis intéressée à des figures comme les messagers ou les génies dans les contes populaires, qui me semblent être des figures d'intercession intermédiaires qu'on a presque créées au même endroit que le rêve, mais dans un imaginaire collectif, de même que à travers un rêve, on se dit à nous-mêmes quelque chose, et bien à travers ces figures, un groupe humain, ou même un écrivain, ou une époque se dit à elle-même, se raconte l'histoire d'une certaine manière, se dit à elle-même une convocation, un présage, une annonce, et il me semble que ces figures ont à voir avec la question de l'inspiration, qu'on a besoin de ce type de, je dirais, objet transitionnel imaginaire pour faire relais dans le processus de création. Peut-être parce qu'aussi, du côté, alors là, plus redoutable de la pulsion de mort, qui est au fond une pulsion avant tout, non pas de mort, mais d'inhibition, on a tout le temps à faire avec ce qui nous ramènerait à du mort-vivant, à de l'ensevelissement, à quelque chose qui ne mettrait rien en trouble, au fond. Oui. Ces génies, ils sont exactement comme les rêves, c'est-à-dire qu'ils apparaissent et ils disparaissent.
Il ne se fixe pas. Exactement. Ce sont vraiment des figures, pour ça je disais, d'apparition, c'est-à-dire ils viennent, par exemple, dans les histoires, ça m'a frappé, ils viennent dire aux héros de l'histoire, ou bien aux personnages bibliques, ou bien un personnage, mais que veux-tu au fond ? Et ce n'est pas si facile, parce qu'une fois qu'on a demandé au génie, il va probablement vous donner ce que vous voulez, et là tous les ennuis commencent. C'est pas évident, comme dirait Lacan, d'énoncer son désir, ou il le dit encore plus génialement quand il dit « le désir oblige ». Et donc, si l'on énonce son désir, on va se trouver embarqué. Et je trouve que ce face-à-face, sous cet angle-là, est intéressant à étudier, de même qu'aussi il peut y avoir des personnages de tous ordres qu'on a appelés les anges ou les messagers qui viennent en quelque sorte nous signifier autrement que par le biais du surmoi ou de la censure, une sorte de rendez-vous avec soi constamment différé. D'ailleurs, vous avez quelques lignes sur les annonciations. Oui, je suis frappée par exemple quand... Bon, c'est vrai que j'adore les tableaux d'annonciation, mais donc je me suis intéressée à la figure de l'ange Gabriel, et je me disais qu'au fond, cette histoire, évidemment même quand on n'est pas croyant, dit quelque chose, en tout cas à laquelle la psychanalyste peut souscrire, qui est qu'un enfant, il est annoncé, il est parlé avant de venir au monde, il est dit, et que cet effet d'annonce, non seulement de tu auras un enfant, mais cette parole au-dessus de la gestation ou du moment de l'enfantement est absolument cruciale. Et elle dit l'arrivée dans l'humain, au fond, beaucoup plus que l'arrivée dans le divin. Qu'est-ce qui se cache derrière un rêve ? Un ange ou un démon ? Toujours un peu des deux. Ils sont indissociables. Je crois que par exemple, prenons la fée. Je faisais remarquer à une amie analyste l'autre jour que quand on prend les contes, par exemple un conte aussi connu que La Belle au bois dormant, eh bien la fée qui lance le vœu de mort, l'avant-dernière donc, puisque la dernière atténue cela en 100 ans de sommeil, elle n'est pas décrite comme une méchante fée ou une sorcière. Non, c'est simplement qu'elle n'a pas été invitée. Eh bien voilà, une fée, quand elle n'est pas invitée, comme un revenant s'il n'est pas écouté, il devient extrêmement toxique au point de pouvoir vouloir votre propre mort. Intelligence du rêve d'Anne Dufour-Montel est publié chez Payot et réédition en rivage poche de En cas d'amour. Du jour au lendemain, Alain Joubert, Anne Francheny, François Poirier, Alain Weinstein. Bonsoir.